Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Les belligérants sud-soudanais ont signé un accord de paix. Et concernant la rentrée scolaire, les élèves des écoles primaires et des collèges des régions de l'intérieur effectuent leur rentrée en classe. Et au Nigeria, Buhari se déclare officiellement candidat à sa propre succession. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est de retour après sa participation au sommet de l'IGAD sur la paix au Soudan du Sud. Le chef de l'État djiboutien a précisément pris part aux travaux d'adoption des clauses complémentaires de l'accord général de paix finalisé le 5 août dernier à Khartoum par les parties protagonistes au Soudan du Sud. Dans ce déplacement de travail à Addis Abeba, le président de la République était accompagné d'une importante délégation composée, entre autres, du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Et justement, concernant ce sommet extraordinaire des chefs d'État de l'IGAD, a clôturé ses travaux hier soir par la signature de l'accord entre les belligérants et différents dirigeants sud-soudanais. Cet accord permettra de mettre fin à 4 ans de conflit meurtrier qui a poussé des millions de Sud-Soudanais à l'exode. Le sommet extraordinaire a permis au président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar de signer des clauses complémentaires portant sur les modalités de partage du pouvoir et des ressources, ainsi que les dispositions à prévoir en vue de doter le Soudan du Sud d'une force armée inclusive et représentative de l'ensemble des composantes ethniques de ce pays. À travers cet accord final, les membres des pays de l'IGAD espèrent que le Soudan du Sud retrouvera la paix et la stabilité. Et le président de la République s'est dit donc satisfait de la signature de cet accord entre les parties en conflit au Soudan du Sud, indiquant que la sous-région a besoin d'une réelle stabilité pour pouvoir se consacrer aux efforts de développement. Et après les élèves du primaire et du collège hier, c'est au tour des lycées de reprendre le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Des milliers de lycéens ont repris leurs cours ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, était accompagné lors de cette visite du membre. Donc, il s'est rendu dans les différents lycées de la capitale, dans le lycée de Balbala, pour s'assurer du bon déroulement de la reprise des cours. Le mot d'ordre de cette tournée est de transmettre des messages aux acteurs de l'éducation pour montrer la priorité à l'éducation des élèves. Le ministre a été très satisfait par les engagements solennels des responsables pédagogiques et administratifs des établissements scolaires pour donner le meilleur d'eux-mêmes et réussir leur mission. Et je vous le disais en titre, à l'instar des autres établissements scolaires de la capitale, les écoles primaires et des collèges des régions, et notamment la région d'Arta, ont normalement ouvert leurs portes hier.
Mercredi 12 septembre 2018 étant le jour de la rentrée des classes partout dans le pays. À Arta, ils sont 4008 élèves à avoir regagné leurs écoles après des vacances d'été. À cet effet, donc, le préfet de la région, M. Abdullahi Darar, accompagné du chef de service régional du MENFOP, M. Hassan Ali Haddi, ont supervisé le déroulement de cette rentrée scolaire qui a eu lieu dans de bonnes conditions. La rentrée de cette année scolaire 2018-2019 était donc marquée par le port de la tenue uniforme de couleur noir et bleu. En commençant par Marjaga, en passant par 51, en traversant Touéa et en finissant par les écoles d'Arta. Cette rentrée a eu lieu avec 2430 élèves de la base, avec 1570 élèves des collèges. J'ajouterai un dernier point qui fait partie de la transformation de l'école djiboutienne, c'est la rentrée avec la tenue des uniformes du pays. Comme vous l'aviez remarqué vous-même, aujourd'hui on penserait que c'était une fête comme l'Aïd. Presque la totalité des enfants du chef-lieu et de Ouéa portaient les uniformes qui a été donné par le ministère. Rentrée scolaire réussie également pour les établissements de l'enseignement de base de la région de Diki. Eh bien, 5200 élèves sont inscrits aux primaires et 2700 élèves à l'enseignement moyen. Comme à l'accoutumée, le préfet de Dikil, M. Mohamed Cheko Hassan, et le président du conseil régional, Abdurrahman Younissaré, ainsi que l'inspecteur de l'éducation nationale, M. Mohamed Adengele, ont effectué une tournée dans plusieurs établissements de cette région. Ils ont pu constater le bon déroulement de cette rentrée. La grande nouveauté de cette année constitue bien entendu l'entrée en vigueur de la tenue uniforme dans l'enseignement de base, où les élèves portaient tous la même habit, une politique instaurée dans le cadre de l'instauration de l'équité et de la lutte contre la discrimination sociale. L'école de Taouou, il y a aussi l'ouverture de 3 nouveaux lycées, le lycée des Sankal, le lycée des Aseela et le lycée des Mouloud. Autrement aussi, nous voudrions bien remercier la préfecture, le préfet de la région, le président du conseil régional et les parents d'élèves pour leur implication et leur appui logistique afin que nous puissions accueillir les élèves dans un cadre agréable. Et à Obok, cette fois, quelques 1400 élèves ont repris le chemin des 16 écoles que compte la région. Eh bien, une délégation composée du préfet de la région, du président du conseil régional, des responsables de l'éducation ont repris ont entrepris une tournée officielle dans les écoles d'Obok 1, Obok 2, au collège d'Obokou et à l'école Al-Rahma. Lors de ces visites dans les écoles primaires, nous nous sommes intéressés de près au port de l'uniforme unique. Aussi, nous avons pu remarquer qu'entre 25 à 30% des enfants avaient déjà acheté une tenue. À Tadjoura, les élèves étaient également au rendez-vous pour la rentrée scolaire 2018-2019. Celle-ci s'est déroulée dans de bonnes conditions. Dans cette région, l'on compte 3875 élèves dans le primaire et 1300 au collège. Le préfet par intérim de Tadjoura, Habib Jilani, et le président du conseil régional, Omar Hussein, ainsi que l'inspecteur du MENFOP, ont supervisé cette rentrée de classe. Les élèves de l'enseignement de base ou du primaire portaient là aussi la tenue scolaire de rigueur. Les enseignants sont à leur poste, les directeurs d'école sont à leur poste bien sûr, et c'est une nouvelle année qui commence avec de nouvelles directives pour vraiment transformer notre école vers la qualité des enseignements-apprentissages. La joie et la sérénité s'est également déroulée la rentrée des classes dans la région d'Ali Sabié. Au total, ils sont 6910 élèves à avoir retrouvé le banc des classes. Ils sont ainsi donc au nombre de 4495 élèves au primaire et 2414 élèves pour le cours moyen.
Une délégation conduite par le préfet de la région, M. Mohamed Waberi, et accompagnée du président du conseil régional, ainsi que du nouveau inspecteur de l'éducation nationale, M. Ahmed Hamadou, ont effectué des visites de supervision dans les écoles de la ville d'Ali Sabieh. Ils se sont déclarés satisfaits du port de la tenue scolaire de couleur uniforme. Santé cette fois, une réunion préparatoire sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole s'est déroulée hier au ministère de la Santé. En effet, le ministère de la Santé prévoit de lancer une campagne de vaccination d'envergure nationale pour l'éradication de la poliomyélite et de la rougeole en ciblant les enfants de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Axée sur une stratégie d'immunisation préventive élaborée à cet effet et prévue pour le début du mois d'octobre, cette campagne de vaccination portera sur une stratégie de porte-à-porte. Et à discuter surtout sur la préparation de la campagne de vaccination au niveau national qui va se faire prochainement. Et cette campagne de vaccination va prendre en charge les enfants de moins de 5 ans. C'est une vaccination supplémentaire contre la rougeole, tout d'abord, et contre la polio. Il y aura aussi le déparasitage avec le mébendazole et la supplémentation de vitamine A. Cette campagne va se réaliser fin septembre 2018 et début octobre 2018. Et l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, a remis ce matin des motopompes à la Direction nationale de la protection civile. Eh bien, la cérémonie de remise du don s'est déroulée ce matin au siège de la protection civile. Deux motopompes d'une grande capacité de renforcement de la capacité opérationnelle des sapeurs-pompiers durant les périodes de fortes précipitations qui provoquent des inondations. Ces motopompes ont une capacité d'évacuation de 2000 litres d'eau par minute. Cette cérémonie de remise de deux dons a vu la participation du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, du chef de mission de l'OIM et le directeur adjoint de la protection civile, le colonel Abdelkader Abdel, et des responsables de l'ONARS et de la protection civile. Vécu il y a quelques mois et qui vont être, si on suit un peu les tendances du changement climatique, si on suit les tendances de tout ce qui se change au niveau environnemental, seront récurrentes. Donc c'est très important qu'on puisse se prépositionner, qu'on puisse ensemble, avec les institutions qui sont responsables, répondre rapidement à ces catastrophes, à ces conséquences de ces pluies. La Direction générale de la protection civile est à l'avant-plan, bien sûr, à travers les pompiers, d'autres institutions, d'autres intervenants aussi, bien sûr, mais c'est surtout les pompiers qui sont à l'avant-plan de cette réponse et la protection de la population. Et dans ce mot, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de remercier la chef de mission de l'OIM pour ses efforts en faveur de la population frappée donc par des catastrophes naturelles. Écoutons les propos du ministre. Cette dotation n'est pas le premier du genre, car l'OIM avait octroyé déjà gracieusement une motopompe à la direction de la population civile lors du passage du cyclone Sagar. D'emblée, le gouvernement de Djibouti est reconnaissant pour cette donation de deux motos remorquables de marque Caniva et de capacité de 120 mètres cubes par heure, équipés d'un moteur électrique. Effectivement, il va contribuer à renforcer davantage les capacités de la Direction nationale de la protection civile dans ses efforts d'évacuation des eaux usées des pluies pour le grand bonheur de nos populations djiboutiennes. Grâce à ces deux nouvelles motopompes de forte capacité,
Désormais, la protection civile est équipée de 3 motopompes de 120 mètres cubes par heure, soit chaque motopompe 2000 litres par minute. Je reste convaincu que nous pouvons lutter contre les inondations qui entravent non seulement la bonne circulation des biens et des personnes, mais sont à l'origine de plusieurs vecteurs de maladies. Je tiens à préciser ici que la direction de la protection civile doit bien entretenir ces moyens. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin à son cabinet le conseiller économique et commercial de l'ambassade de la République de la Chine. Cette rencontre s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Par ailleurs, plusieurs accords cadres ont été signés afin de participer davantage au développement du pays. Il a donc cité en exemple la route de la soie qui ouvrira de nouvelles horizons à l'économie djiboutienne. Par ailleurs, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire les besoins des Djiboutiens en général et de la jeunesse djiboutienne en particulier. Le secrétaire d'État a quant à lui remercié son invité pour cette visite et a rappelé l'excellence des relations existantes entre les deux pays. Et une délégation parlementaire s'est rendue à Dublin, en Irlande. Cette délégation a pris part au premier congrès parlementaire international des femmes. Rappelons que notre hémicycle compte en son sein 17 femmes parlementaires sur un total de 65 députés, soit un taux global de 30%. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous. Et je me tourne vers vous pour vous. Donc, nous allons parler de Mohamedou Bourhahi qui s'est déclaré à sa propre succession à la présidentielle notamment. Effectivement, Ferdous, sans surprise, le président nigérien Muhammadu Buhari a officiellement déposé sa candidature à la primaire de son parti, dont il est le seul candidat pour participer à la prochaine élection présidentielle prévue en février prochain. Rappelons-le, le chef de l'État âgé de 75 ans s'est rendu au siège de son parti, le Congrès des progressistes APC, dans la capitale Abuja, pour remettre son formulaire de candidature à la primaire. L'ancien général Buhari avait dirigé une première fois le géant d'Afrique de l'Ouest pendant les dictatures militaires avant de devenir le premier candidat de l'opposition dans l'histoire du Nigeria à vaincre un président en exercice lors des élections en 2015. Il avait alors été élu sur la promesse d'éradiquer l'insurrection djihadiste de Boko Haram et de mener une lutte féroce contre la corruption. Et ça maintenant nous restons toujours sur le continent africain, notamment au Cameroun, où une multiplication des abandons de postes en zone anglophone notamment. Effectivement, Ferdous, des abandons de postes se sont multipliés dans les deux régions du nord-ouest et sud-ouest, alors que ces personnels de l'État font l'objet d'enlèvements, rappelons-le, et d'assassinats ciblés. La présidence de la République a récemment demandé au ministre de l'administration territoriale de réinstaller les fonctionnaires déserteurs. Si la note marque du sceau confidentiel signé du secrétaire général de la présidence de la République camerounaise, à l'attention du ministre de l'administration territoriale, n'a fuite qu'hier sur les réseaux sociaux, elle n'en reste pas moins riche d'enseignements. Rappelons-le, Ferdous, ces fonctionnaires sont en service dans 6 départements, 2 dans le nord-ouest et 4 dans le sud-ouest, essentiellement des chefs d'unité administrative, sous-préfets d'arrondissement dont les identités sont par ailleurs relevées dans le note. Des fonctionnaires qui estiment par ailleurs, rappelons-le, Ferdous, que l'administration ne fait pas assez pour garantir leur sécurité dans ces régions où ils sont sujets d'enlèvement. Et à Israël, Samatar, Israël notamment ouvre son nouveau point de passage avec Gaza. Effectivement, Ferdous, Israël a rouvert aujourd'hui matin le seul point de passage pour les Palestiniens entre la bande de Gaza sous le blocus sans territoire après une semaine de fermeture consécutive des heures proximité ont indiqué les autorités israéliennes. Israël avait annoncé que le 5 septembre fermait le terminal d'Erez, mince lien physique avec l'extérieur pour les habitants de l'enclave palestinienne, le temps de réparer des dégâts causés la veille par des protestataires palestiniens. Dès le 4 septembre, Ferdous, des milliers de Palestiniens avaient manifesté aux abords du terminal.
Des violences qui avaient fait déjà opposer une partie d'entre eux aux soldats israéliens. Environ, Fardouz, rappelons-le, 1 millier de gazouis franchissent Erez chaque jour en temps normal. Des malades, mais aussi des hommes d'affaires ou des étudiants, même si Israël n'accorde jamais le permis qu'au compte-gouttes d'Erez offre une relative d'ouverture pour les Palestiniens reclus dans l'enclave. Et les Iraniens, Samatar, ont trouvé des solutions face aux sanctions américaines imposées notamment sur le pétrole. Eh oui, Fardouz, l'Iran risque de voir ses exportations de pétrole chuter avec le retour des sanctions américaines contre son secteur énergétique en novembre prochain. Mais son expérience dans le contournement d'embargo pourrait lui permettre d'atténuer leur effet. En 2012 et en 2015, au plus dur des sanctions internationales, la République islamique est parvenue à écouler une partie de son brut à l'étranger, notamment en maquillant ses pétroliers, et ces méthodes n'ont jamais vraiment cessé, notant certains analystes. Le nombre pourrait augmenter après le 5 novembre, date du rétablissement des sanctions américaines contre l'industrie pétrolière iranienne. Ces pressions ont déjà fait chuter, rappelons-le, 24% les ventes des pétroles d'Iran entre mai et août, selon l'agence d'information financière. Et pour terminer, Samatar, nous allons parler notamment avec vous du Vietnam et du Japon qui appellent Donald Trump à revenir dans le traité transpacifique. Effectivement, 11 pays de 2 rives du Pacifique avaient signé, rappelons-le, début mars 2018, un accord pour faire revivre ce traité, mis en mal par la défection américaine. Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam avaient paraphé le texte désormais appelé partenaire transpacifique, global et progressiste. Initialement promis par Washington sous la présidence de Barack Obama, le traité libre-échange transpacifique signé en février 2016 plutôt, après des années de négociations entre 12 pays avant un accès du Pacifique, et devait faire un contrepoids à l'influence grandissante de la Chine, qui n'en faisait pas partie. Mais le 23 janvier 2017, rappelons-le, avant son entrée en vigueur, Donald Trump avait annoncé que les États-Unis sont retirés, mettant en péril ces ambitieux accords censés englober 40% du PIB et presque 25% du commerce international. Merci Samatar pour ces précisions concernant l'actualité internationale. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.